Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Vincent. Je suis un Technical Enablement Manager à Jamf. Donc, mon travail, c'est d'aider nos partenaires revendeurs en France et dans le monde à se former, à améliorer leurs compétences techniques pour vous soutenir dans le déploiement des solutions Jamf dans vos entreprises, vos organisations. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui peut paraître peut-être un petit peu nébuleux. Qu'est-ce que la gestion déclarative? Et pourtant, vous allez le voir dans les 40 prochaines minutes de cette session, c'est un sujet qui va être extrêmement critique et central dans le futur de vos stratégies de gestion des appareils Apple dans vos organisations. Alors si je commence et je vous propose 3 lettres MDM, je suis sûr que vous aurez tous la réponse bien sûr pour Mobile Device Management. Le Mobile Device Management, c'est le nom commun qu'on donne justement à ce fameux protocole MDM, qui est une technologie, une architecture essentielle de la gestion des appareils Apple en entreprise, dans l'éducation, et qui est une architecture qui est là depuis les débuts justement de la gestion des appareils Apple en entreprise. Elle est connue, elle est éprouvée, et elle repose sur ces fameux certificats, ces fameux serveurs APNS avec les certificats APNS. Je suis sûr que vous avez tous une petite alarme qui sonne chaque année pour renouveler ce fameux certificat APNS, qui est un rouage essentiel de ce protocole MDM. Alors, sauf que voilà, ces dernières années, Apple a introduit de nouveaux concepts, de nouveaux termes, tels que la gestion déclarative, le Declarative Device Management, qu'on va couvrir après. Et en 2025, parmi les différentes notes qui ont été partagées suite à la conférence annuelle des développeurs Apple, il y avait quelques petites mentions, par exemple, à des payloads, des commandes MDM bien connues, qui ont été annoncées comme étant dépréciées et qui, à terme, vont être remplacées et favorisées par le Declarative Device Management ou Declarative Software Update. Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que les articles de presse ou les articles de blog des différentes solutions MDM s'en emparent et annoncent justement ce grand pas en avant vers le DDM, la gestion déclarative. De là à se poser la question, est-ce que c'est la fin du MDM tel qu'on le connaît aujourd'hui, la fin de cette façon actuelle dont on gère nos appareils Apple? En fait, pas vraiment. Le DDM, on va voir que ce n'est pas un remplacement complet de la solution MDM, on ne va pas venir tout chambouler, c'est plutôt une évolution. Parce que si on regarde la documentation officielle d'Apple, la documentation technique, et quand on regarde le paragraphe d'introduction sur le Declarative Device Management, le terme qui ressort, c'est que c'est une mise à jour d'un protocole existant. Donc on ne va pas venir tout remplacer, on va venir faire évoluer ce que vous connaissez depuis de nombreuses années en quelque chose de nouveau, de plus puissant, qui va vous ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités en termes de gestion des appareils Apple, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc dans cet agenda, dans cette session, on va d'abord faire un petit peu de théorie. Si vous voulez bien, on va faire une étude de qu'est-ce que la gestion déclarative pour qu'on soit tous un petit peu d'accord sur ce terme, cette nouvelle architecture. On va aussi couvrir comment est-ce qu'on supporte le Declarative Device Management, donc la gestion déclarative au sein de Jamf, bien sûr. Et on va s'attarder sur une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle technologie qui va être essentielle dans votre futur en tant qu'administrateur Jamf. Ce sont les blueprints de Jamf. Et on terminera enfin cette session avec quelques petites réflexions sur l'avenir du MDM, du DDM et des fonctionnalités de Jamf. Sans autre introduction, commençons tout de suite et répondons à cette question. C'est quoi la gestion déclarative? Pour pouvoir mettre en avant justement cette gestion déclarative, on va comparer ça avec la façon dont on fait actuellement, nos habitudes. Et je vais qualifier de cette façon actuelle de gérer des appareils Apple d'une gestion dite réactive. Alors ça veut dire quoi, réactif versus déclaratif? Si on considère la définition brute de réactif, un système réactif, c'est un système qui va ne réagir qu'à une commande ou un ordre ferme qui lui est donné, mais sinon il va juste attendre là pour recevoir de nouveaux ordres. En parallèle, la gestion déclarative ou le déclaratif, c'est un système qui va recevoir un jeu d'instructions ouvert et qui va appliquer ces instructions de manière autonome et proactive sans forcément attendre à chaque fois un nouvel ordre qui va lui dire « passe à l'étape suivante ».
Donc gardez en tête ces deux définitions et on va voir un petit peu ensemble comment est-ce que ça se représente de manière concrète dans notre vie d'administrateur Jamf, d'administrateur Mac. Donc ici, on va prendre la gestion réactive, qui est la façon dont vous faites actuellement. Imaginons Jamf, donc votre serveur Jamf à gauche, vous avez un appareil géré à droite. Vous voulez envoyer des commandes MDM, eh bien, il va y avoir un jeu de ping-pong qui va s'établir entre votre serveur et votre appareil. Jamf va envoyer via les serveurs APNS d'Apple une commande push. L'appareil va répondre avec une confirmation. Ensuite, Jamf va renvoyer une nouvelle requête via une notification push. L'appareil va renvoyer encore des informations. Et ainsi de suite. Ce jeu de ping-pong va pouvoir continuer suivant la commande MDM qui est envoyée, notamment une commande MDM de mise à jour d'OS. On va avoir un jeu de dire quelle est ta version d'OS. Ensuite, quelle est la version d'OS que tu pourrais installer. Ensuite, installe-la. Ensuite, planifie-la. Ensuite, redémarre. Et tout ça, ça fait un protocole qui est qualifié un petit peu de bavard et qui va venir peut-être encombrer les communications réseau et alourdir toute cette gestion. Et aussi un petit peu fragiliser le protocole de gestion. Alors comment on va solutionner tout ça avec cette évolution, justement, la gestion déclarative? Donc si on prend les termes DDM pour Declarative Device Management. Si on devait la définir en quelques mots, tout simplement, c'est une technologie qui est native Apple. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée chez Jamf, c'est vraiment Apple qui est venu mettre à jour son protocole MDM existant. C'est une nouvelle philosophie, une nouvelle architecture. On va voir ensemble que ça change quand même pas mal de choses, même si, bien sûr, l'objectif final, c'est de configurer des appareils Apple, de les déployer, de les sécuriser. Mais on va voir que la manière de le faire, la méthode est différente. L'objectif, au final, c'est de rendre la gestion des appareils plus autonome. Plutôt que d'avoir des appareils un petit peu passifs qui vont attendre ces notifications push en permanence, on va avoir la capacité de rendre les appareils proactifs, autonomes, pour qu'ils puissent renvoyer des informations ou appliquer des configurations sans forcément avoir besoin d'un ordre de la solution. Donc si on transfère ça sous une forme de schématique, donc encore une fois en gestion déclarative, vous avez votre serveur Jamf à gauche, votre appareil géré à droite. Le serveur Jamf souhaite obtenir des informations sur la version d'OS ou envoyer des ordres à un appareil géré. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une seule et unique déclaration à l'appareil. Et une fois que cette déclaration est envoyée, appliquée par l'appareil, l'appareil va renvoyer de manière proactive et autonome les données quand il en a besoin, quand il le désire. Donc ça, c'est le premier concept, la première différence fondamentale entre MDM et son évolution, le DDM. Si on prend un exemple très concret, imaginons qu'on va parler de système d'exploitation, de version d'OS. Le serveur Jamf va pouvoir s'abonner à ce qu'on appelle un canal d'état, qu'on va définir dans quelques instants, en disant à l'appareil, je veux que quand tu changes de version d'OS, tu m'en informes sans que j'ai besoin de te le redemander tous les 24 heures. L'appareil reçoit cette déclaration, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer sa version d'OS. Et si l'utilisateur final met à jour son OS, de lui-même, il va renvoyer cette nouvelle information. Et on n'a pas besoin d'attendre 24 heures et un nouveau cycle d'inventaire. L'appareil va le faire dans ce qu'on dit de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'il va communiquer de lui-même cette information au serveur. Voilà, ça c'est un premier exemple concret, on va en voir d'autres juste après. Donc, pour continuer cette étude théorique de la gestion déclarative, quels sont les composants de la gestion déclarative? Alors, il y en a trois principaux. Par souci de temps et de clarté, je vais en couvrir deux ici qui sont immédiatement intéressants pour cette session, pour cet apprentissage. Premièrement, on va parler des déclarations et ensuite on va parler des états. Ce sont deux des composants principaux de cette architecture dite déclarative. C'est quoi une déclaration? Une déclaration, en fait, c'est tout simplement un jeu d'instructions qui va pouvoir déployer des configurations, donc configurer un appareil bien sûr, des ressources aussi, déployer des applications, des fichiers, ou bien des informations sur le contexte de l'entreprise, le nom d'utilisateur tel qu'il est répertorié dans Jamf, etc. Une déclaration, c'est un jeu d'instructions qui se compose d'un fichier JSON. En tout cas, c'est un format qui est en JSON. Donc, on avait l'habitude, avec les profils de configuration existants, de parler en fichier plist. Ici, la différence, c'est que maintenant, Apple a évolué et parle en JSON ici. Mais ça reste toujours un dictionnaire de clés et de valeurs qui va indiquer un jeu d'instructions.
Sauf que ce jeu d'instructions, comparé au protocole MDM traditionnel, ici, il est intelligent, entre guillemets. Il peut aller plus loin, puisqu'un jeu d'instructions va pouvoir s'appliquer ou non à l'appareil, et surtout, si l'appareil n'est pas encore compatible avec certaines déclarations, eh bien, quand l'appareil, par exemple, sera mis à jour dans une version compatible, la déclaration va pouvoir s'appliquer d'elle-même sans avoir besoin de redemander un déploiement de la part du serveur Jamf. Donc ces déclarations, on peut considérer qu'elles vont rendre la gestion de l'appareil plus autonome, et on va voir quelques exemples dans quelques instants. Ensuite, parlons des états. C'est quoi un état? En fait, un état, c'est une manière pour l'appareil de redistribuer, de renvoyer ces informations au serveur Jamf sous couvert d'un concept d'inscription. C'est-à-dire que le serveur Jamf va s'inscrire à des canaux d'état, de dire j'aimerais bien que toi, appareil enrôlé, tu me donnes de manière proactive ta version d'OS ou bien l'état de santé de ta batterie. L'appareil reçoit cette déclaration et de lui-même va renvoyer cette information. C'est ce que je vous ai montré juste avant. Okay. Donc ça, ce sont vraiment les deux composants principaux et vous allez voir qu'on va les manipuler avec Jamf pour en faire de nouvelles fonctionnalités, offrir de nouvelles possibilités à vous, les administrateurs. Donc si on peut parler des premiers protocoles du MDM, des premiers bénéfices du protocole MDM, c'est un protocole qui est dit moins bavard, puisque comme vous avez vu, on n'a pas forcément ce jeu de ping-pong, on envoie une seule et unique déclaration, et l'appareil ensuite applique cette configuration de manière autonome et proactive. Ça permet une gestion plus autonome des appareils. Pour vous, en tant qu'administrateur, à terme, ça vous permettra de déployer des workflows, des processus qui sont plus complexes qu'auparavant. Puisque quand on voulait utiliser des commandes MDM dites traditionnelles pour mettre à jour un appareil, il y avait un risque non négligeable que le processus échoue en cours de route si la communication entre l'appareil et le serveur Jamf était coupée. Ici, avec cette nouvelle gestion déclarative, on va pouvoir rendre le workflow plus fiable et aller plus loin en termes de gestion. Et je suis sûr que dans le futur, on va proposer plus de fonctionnalités qui permettent justement cette gestion plus autonome, plus avancée des appareils. Il faut savoir que Apple a embrassé un petit peu ce côté open source et communautaire avec le DDM en diffusant l'intégralité des déclarations qu'ils rendent disponibles, par exemple dans macOS 26 ou iOS 26, sur GitHub. Si vous n'avez jamais été sur le répertoire officiel d'Apple sur GitHub, je vous encourage à y faire un tour. Il est publiquement accessible. Et en fait, sur ce répertoire GitHub, vous avez la liste de l'ensemble des déclarations qui ont été définies par Apple sous forme de fichier YAML, qui est un type de fichier spécifique qui permet de diffuser une série d'informations et d'instructions que les solutions MDM, telles que Jamf, vont aller se servir automatiquement dans ce serveur, dans ce répertoire GitHub, pour proposer le jour J, dès la mise à jour, la mise à disposition de nouvelles déclarations, on va pouvoir proposer de nouvelles fonctionnalités en allant récupérer ces informations automatiquement sur le GitHub d'Apple. Donc ça, c'est une grande nouveauté, c'est ce qui nous permet justement plus tard de proposer les fonctionnalités Blueprint qu'on va couvrir juste après. Donc pour conclure ce premier chapitre, on peut dire que oui, le futur du MDM, le MDM ne va pas disparaître en tant que tel, mais son avenir, il est déclaratif. Si vous regardez la documentation technique d'Apple, le terme declaration ou déclarative, il est mentionné des dizaines de fois. Et on parle de declarative device management, donc gestion des appareils déclaratifs. On parle de declarative app management, c'est-à-dire gestion des applications avec des déclarations, et enfin les mises à jour qui seront aussi gérées par des déclarations, et c'est ce qu'on va voir aussi dans quelques instants. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais sans vous faire de spoiler, si Jamf supporte le DDM, bien sûr que oui, et vous aurez peut-être une petite surprise parce qu'on supporte le DDM depuis un certain temps maintenant. Apple a commencé à mentionner le Declarative Device Management à la conférence annuelle des développeurs de 2021. Et à partir de début 2022, on a introduit les canaux d'état, DDM, dans certains champs d'inventaire des appareils sur Jamf. Donc par exemple, si vous prenez ici cet exemple que vous voyez juste là, ce sont les champs d'inventaire qui concernent la version d'OS d'un appareil.
Quand vous ouvrez ça dans votre interface Jamf, il n'y a rien qui vous dit que ces champs d'inventaire sont gérés par un canal d'état DDM. C'est complètement transparent pour vous. Et pourtant, en fait, ces canaux sont renvoyés ces informations sont renvoyées de manière proactive par les appareils, puisque justement, on a intégré ces canaux d'état DDM, on s'abonne à un canal d'état de chaque appareil qui est enrôlé, et l'appareil, bien sûr, s'il est dans une version compatible, et la majorité des versions récentes d'iOS et de macOS supportent le DDM, eh bien, va renvoyer ces informations de lui-même sans attendre une mise à jour d'inventaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dans Jamf Pro 10.42, donc ça commence à remonter un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tous les champs d'inventaire qui sont supportés en DDM. Au final, ils sont même plutôt une minorité. On a quoi? On a les versions d'OS, on a l'état de santé de la batterie, la conformité du code, peut-être quelques autres champs d'inventaire, mais c'est à peu près tout. Pourquoi? C'est pas parce que Jamf n'a pas implémenté la totalité du DDM, c'est plutôt qu'Apple a préféré prioriser certains canaux d'état pour l'instant. Ils en sortiront sûrement d'autres dans le futur, mais ça sert à rien de rendre un canal d'état, on va dire, proactif pour envoyer un champ d'inventaire tel que le numéro de série de l'appareil. Le numéro de série de l'appareil, lui, il ne changera jamais dans la vie de l'appareil, donc on va le récupérer de manière traditionnelle. Mais certaines informations qui sont, on va dire, critiques pour vous, pour votre gestion, vous avez besoin d'être informé en temps réel, notamment la version de l'OS qui change, et bien ça, c'est quelque chose qui est renvoyé via des canaux d'état. Donc ça, c'est la première intégration à retenir. La deuxième, maintenant, on va parler des concepts de mise à jour gérée. Les mises à jour gérées, via le DDM bien sûr, via la gestion déclarative, ils ont été introduites dans Jamf Pro 11.0 en janvier 2024. Donc ça fait à peu près un peu plus d'un an et demi qu'on supporte les mises à jour gérées via DDM. À l'occasion, on a créé un nouveau menu qui s'appelle le menu ici Software Updates. Ce menu Software Update qui a été complètement redessiné pour l'occasion, proposait une série d'install action, donc d'actions d'installation, d'actions de déploiement des mises à jour. Et parmi elles, il y en avait une que j'ai entourée en rouge ici, qui était Download and Schedule to Install. Encore une fois, il n'y a aucune information qui vous dit que cette commande en particulier utilise une gestion déclarative plutôt qu'une gestion traditionnelle en MDM. Et pourtant, c'est cette commande qui révolutionne tout et qui nous permet aujourd'hui de proposer de nouveaux processus de campagne de mise à jour des OS qui sont plus fiables et plus performantes que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Donc je ne vais pas m'attarder plus sur cette fonctionnalité en particulier, puisque mon objectif, c'est de parler surtout des déclarations qui sont diffusées via les blueprints, et c'est ce qu'on va couvrir un petit peu dans le reste de cette session. Donc partons à la découverte des blueprints de Jamf, et on va commencer par répondre à une question. C'est quoi un blueprint ? Alors un blueprint, c'est encore un anglicisme, hein, j'en suis le premier désolé, donc on va commencer par le définir. Un blueprint, c'est un concept anglophone qui est apparu au milieu du 19e siècle, qui est cette technique d'imprimer sur un plan bleu un jeu d'instructions ou des plans de construction pour reproduire facilement ces plans, construire des maisons, etc. Ici, j'ai choisi par exemple un blueprint d'un vaisseau spatial. Chez Jamf, on ne construit pas de vaisseaux spatiaux, enfin pas encore, mais par contre, on essaye de vous aider à mieux gérer des appareils Apple. Et donc, un blueprint chez Jamf, ça veut dire quoi? Imaginons encore une fois, vous avez à gauche votre serveur Jamf. À droite, vous avez un appareil géré. Les blueprints de Jamf, en fait, encore une fois, ce sont des jeux d'instructions qui utilisent des déclarations, donc qui utilisent la gestion déclarative, qui vont contenir à l'intérieur des configurations, des ressources, des informations qui seront diffusées sur les appareils. Alors là, à première vue, vous me dites peut-être, il y a arnaque, puisque si on configure des profils de configuration, qu'on met des payloads dedans et qu'on les envoie, c'est un petit peu la même chose. En effet, sur le résultat final, en tout cas sur l'idée, c'est la même chose. Le but, c'est de configurer des appareils. Ce qui change radicalement, c'est l'architecture sous-jacente, c'est ce nouveau protocole DDM qui va complètement changer la façon de gérer les appareils. Puisque quand un blueprint est déployé sur un appareil, si l'appareil, par exemple, n'est pas encore compatible avec le jeu d'instructions qu'il y a dans le blueprint, ça ne va pas échouer. C'est juste que le blueprint ne va pas s'appliquer. Mais il va attendre patiemment. Et si l'appareil se met à jour, par exemple dans la dernière version de macOS 26.1, et que les jeux d'instructions qui sont contenus dans ce blueprint sont compatibles, bam, le blueprint va pouvoir se déployer sur l'appareil, va pouvoir lancer son jeu d'instructions. Donc encore une fois, le but, c'est d'avoir cette gestion plus autonome quand un blueprint est déployé sur un appareil géré.
eh bien, en fonction de la vie de l'appareil, le blueprint va s'activer ou non. D'accord ? C'est un petit peu ce concept justement de gestion déclarative. Alors maintenant, parlons des différentes consoles de Jamf qui supportent les blueprints. Bien sûr, il y a Jamf Pro. Mais il y a aussi Jamf School, c'est-à-dire que la grande majorité des informations que je vais partager aujourd'hui sont valables pour les deux solutions. Si on a des clients qui sont Jamf School aujourd'hui, au moins ça vous permettra de faire le parallèle avec votre propre console. Si vous avez été client Jamf Now ou vous avez utilisé Jamf Now dans le passé, vous avez peut-être entendu parler du menu Blueprint dans Jamf Now, mais il faut savoir encore une fois que l'architecture qui est utilisée pour ce menu Blueprint de Jamf Now n'a absolument rien à voir avec les blueprints et la gestion déclarative. Donc on va le laisser de côté, on ne le mentionnera pas ici, on va s'occuper uniquement des blueprints tels qu'on les retrouve dans Jamf Pro et dans Jamf School. Donc les blueprints de Jamf Pro, si on devait les définir en quelques mots, c'est une nouvelle méthode de déploiement de configuration, justement, qui utilise la gestion déclarative. Donc elle permet de déployer ces nouvelles déclarations, cette nouvelle génération de configuration qui a été inventée et développée par Apple, mais aussi des configurations plus classiques, c'est-à-dire ce que vous pouviez déployer auparavant dans vos profils de configuration historiques. Vous allez aussi pouvoir les encapsuler dans des blueprints et les déployer sous forme de gestion déclarative. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Ça va fortement améliorer votre vie en tant qu'administrateur, et on va voir ça avec des exemples très concrets. Et ça apporte plusieurs avantages. Premièrement, les blueprints, ils débloquent ce qu'on appelle la configuration dite multiplateforme. Si j'ouvre un blueprint et vous regardez ici à droite, alors c'est tout petit, on ne le verra pas bien, mais on a une série d'icônes qui apparaissent. Parce qu'en fait, le menu Blueprint, il est situé à la racine de Jamf Pro parce qu'on peut déployer un seul et unique Blueprint pour différentes plateformes. C'est-à-dire que, par exemple, le Blueprint qui concerne la passcode policy, donc la règle de complexité d'un mot de passe, peut s'appliquer indépendamment à macOS, iOS, iPadOS, etc. Et donc, un seul et même Blueprint peut être déployé à différentes plateformes sans avoir besoin de reconfigurer le même dans le côté mobile ou dans le côté ordinateur. Un autre gros avantage des blueprints, c'est la configuration qui est dite granulaire. C'est-à-dire que quand vous configurez un blueprint, vous avez cette capacité de cocher et de sélectionner uniquement les paramètres qui vous intéressent. On va voir que ça, c'est une énorme amélioration de votre qualité de vie en tant qu'administrateur IT, et je ferai un parallèle avec des profils de config existants dans la démo juste après. Justement, c'est l'heure de la démo, donc lançons-nous et on va premièrement se connecter à notre interface sur Jamf Pro, à notre console. Donc j'ai rentré mon login, mon mot de passe, je me connecte et je charge ma console. Je vais dans ce fameux menu Blueprint qui est à gauche, et là j'ai un problème. Je ne peux pas y accéder, puisque le SSO n'est pas activé. Alors, je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui a déjà essayé d'accéder à Blueprint et se retrouve devant le même menu? Je vois une majorité de mains qui se lèvent. Alors, je vais faire un petit aparté de 2 minutes sur le pourquoi de cette notification et sur comment est-ce que je vais configurer mon instance Jamf Pro pour pouvoir y accéder. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'authentifier avec le SSO de Jamf pour accéder au menu Blueprint? Dans le passé, Jamf Pro était un produit qu'on dit monolithique, c'est-à-dire que toutes les nouvelles fonctionnalités étaient développées et incluses dans le code source de Jamf Pro. Depuis 1 an, il y a eu un changement majeur chez Jamf qui a décidé de passer à ce qu'on appelle la plateforme Jamf, avec le développement de fonctionnalités majeures indépendamment par différentes équipes produits. Les 2 premières fonctionnalités majeures qui ont été développées de cette façon, ce sont par exemple Compliance Benchmarks et Blueprints, qui ne sont pas directement intégrés dans le code source de Jamf, mais qui viennent s'y associer comme des pièces de puzzle à cette console principale qui est Jamf Pro. Sauf que pour débloquer l'authentification de manière fluide et sécurisée entre Jamf Pro et Compliance Benchmark et Blueprints, il nous fallait un moyen d'authentification qui était Jamf Account. C'est pour ça qu'on demande une authentification via un Jamf ID, ou bien si vous utilisez votre propre fournisseur d'identité comme Microsoft Entra ID ou Okta, de configurer le SSO via Jamf Account qui va faire le pont
avec Jamf Pro et ensuite Compliance Benchmark et Blueprint. Okay, donc du coup, comment est-ce qu'on configure ça sur une instance Jamf Pro? On va faire ça très rapidement avant de passer à la suite et de vraiment discuter Blueprint. D'abord, je vais aller dans User Account and Groups. Je vais juste vérifier que j'ai un utilisateur dont l'adresse email correspond à un Jamf ID valide. Donc ça, c'est mon Jamf ID, vincent.bonin@jamf.com. Et maintenant, je vais activer le SSO de Jamf. Donc ici, je vais autoriser l'authentification avec un Jamf ID. Juste par sécurité, je vais copier l'URL de failover. Une fois que c'est fait, en fait, j'ai juste à me déconnecter et à me reconnecter en utilisant mon Jamf ID. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la vraie démo. Donc, je vais peut-être avoir besoin... je vais avoir besoin de l'empreinte digitale de Monsieur Castel, s'il est là. Mathieu, je te laisse venir. En attendant, on va passer sur l'interface. On va juste vérifier si... Mathieu, je te laisse faire. On aura peut-être besoin de redémarrer Elgato. Plateforme SSO. Hop, j'ai relancé Elgato, on le redémarre, on le transfère. On l'a transféré un petit peu trop, et on appuie, et c'est merveilleux. Merci Mathieu. Allez, bravo, mais on peut l'applaudir. Alors du coup, je vais me connecter avec mes identifiants Jamf que j'ai définis précédemment. Donc je vais rentrer d'abord mon adresse email. Hop, et mon mot de passe. Et je me connecte sur mon instance Jamf en utilisant un Jamf ID. Donc cette fois-ci, je peux accéder à ce fameux menu Blueprint. Donc on va, suivant le temps qui nous reste, on va faire 3 configurations. On va se dépêcher. Donc, on va créer un premier blueprint. Donc, on va l'appeler premier blueprint. Hop. Et on va le créer. Donc, vous pouvez voir ici déjà qu'on a des templates préexistants. Ici, j'ai choisi de créer un nouveau blueprint vierge. Et dans ces nouveaux blueprints, vous pouvez voir ici, si je zoome, qu'on a une librairie de composants et qu'on a 2 types de composants. On a les déclarations, les configurations déclaratives, ou bien on a les profile payload. Donc vous pouvez considérer les profile payload comme vos profils de configuration historiques que vous utilisiez déjà. Et les declarative configurations, ce sont les nouvelles déclarations mises à disposition par Apple. Parmi elles, on a des nouvelles capacités qui sont débloquées, comme par exemple les extensions Safari, les réglages de mise à jour logiciel ou bien les Safari bookmarks, par exemple. Donc si j'ouvre la payload des raccourcis Safari, donc des Safari bookmarks, vous pouvez voir ici qu'on a une série de systèmes d'exploitation qui sont compatibles. C'est-à-dire que les Safari bookmarks ne peuvent se déployer qu'à partir de iPadOS 26, iOS 26, macOS 26, etc. Donc si je configure un bookmark ici, que je déploie ça sur un appareil qui est en macOS Sequoia, ce blueprint, cette déclaration va être envoyée, mais il ne se passera rien sur l'appareil, puisque l'appareil n'est pas compatible. Par contre, le déploiement, lui, ne va pas échouer. C'est juste que l'appareil n'est pas encore dans l'état qui est compatible avec ce déploiement. Si je mets à jour cet appareil de macOS Sequoia à macOS Tahoe en macOS 26, ce blueprint va pouvoir s'appliquer et donc on aura justement ces bookmarks Safari qui vont apparaître après coup. Okay, donc ça, c'était un premier exemple. Maintenant, je vais aller dans Ordinateur, dans Profil de configuration. On va créer un nouveau profil et je vais aller rechercher une payload qui m'a donné beaucoup de boutons quand j'étais moi-même un administrateur IT. Je suis sûr que vous faites tous de la phobie administrative rien qu'à voir ce fameux profil de configuration qui est le profil des restrictions macOS, bien sûr. Profil des restrictions macOS, quand on est un nouvel administrateur IT, on est un petit peu perdu par toutes ces cases qui sont ou bien cochées ou décochées par défaut, on ne sait pas trop pourquoi. Et si par exemple, on veut juste aller en bas et configurer, différer les mises à jour logicielles, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Je décoche les autres, je coche tout, est-ce que ça va impacter mes utilisateurs? Donc l'expérience administrateur, pour vous, on va être honnête, elle n'était pas exceptionnelle. Donc gardez ça en tête, ça c'était le monde d'avant. Maintenant, si je retourne dans Blueprints, donc je quitte ce profil, je crée un nouveau blueprint. On va l'appeler restriction, par exemple. Restriction.
hop, et je crée. Une fois que je crée restriction, je vais rechercher cette fameuse payload restriction qui existe aussi dans les blueprints. Je clique dessus, et là, en fait, on a une interface qui est complètement différente. Bon, vous voyez, pour l'instant, elle est très épurée, mais elle se charge, et vous pouvez voir déjà qu'on a, encore une fois, la payload restriction est multiplateforme, donc elle peut être déployée indépendamment sur macOS, iOS, iPadOS, etc. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir chercher directement ce qui nous intéresse. Par exemple, si je veux différer, donc si je cherche pour différer les mises à jour logicielles, eh bien, je peux les chercher directement, cocher uniquement ce qui m'intéresse et laisser le reste vierge. De la même manière, on a aussi introduit un concept de filtrage. Par exemple, je veux uniquement configurer ce qui concerne Apple Intelligence, j'ai un tag Apple Intelligence et je vais pouvoir cocher tout ce que je veux ne pas autoriser ou autoriser concernant Apple Intelligence et laisser le reste non impacté. Donc en termes de confort pour vous en tant qu'IT admin, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Vous n'aurez plus à vous creuser la tête sur est-ce que ça va impacter mes utilisateurs ou pas. Ça, c'est vraiment un des avantages majeurs des blueprints. Donc on va ajouter ça. Et si je veux déployer ce blueprint, c'est simple, j'ai juste à gérer mon périmètre, mon scoping en anglais, de dire je veux déployer sur tous les Mac, tous les iPads et tous les iPhones par exemple. Je clique sur enregistrer. Et la petite nouveauté à prendre sur les blueprints, c'est qu'il faut après cliquer sur le fameux bouton déployer qui est en haut à droite. Et une fois que j'ai déployé, ça y est, mon blueprint va s'appliquer sur tous les appareils qui ont été définis. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Et le troisième, pour moi, qui est le plus parlant en termes de révolution pour vous en tant qu'administrateur, ça va être sur les mises à jour gérées, justement. Donc on va l'appeler mise à jour gérée. Je crée ça. Et donc ici, si je cherche dans mes payloads, je tape software update. Alors, comme on est en français, ça va être mise à jour. Voilà, j'ai mise à jour logicielle ou réglage des mises à jour logicielles. Le réglage des mises à jour logicielles, c'est ce que vous aviez déjà auparavant, c'était la possibilité d'activer les mises à jour automatiques sur un Mac. Ça, c'est quelque chose qui est classique et justement qui va être remplacé, le protocole MDM va être remplacé par le DDM et on va utiliser majoritairement les blueprints pour déployer ça. Mais quand il s'agit de lancer une campagne de mise à jour, on est passé à macOS 26 ou iOS 26 il y a quelques semaines maintenant, et peut-être que dans vos parcs, vous êtes encore en pleine migration de macOS Sequoia à macOS Tahoe. Donc comment est-ce qu'on peut faciliter cette migration? Je vais vous montrer quelque chose qui change complètement la vie. C'est la payload des mises à jour logicielles tout court. Donc ici, on a une première fonction qui était déjà existante, qui était disponible dans le menu des mises à jour gérées, où je dis à une date butoir, par exemple le 22 novembre 2025, je veux que mes appareils se mettent à jour en version 26.1. Encore une fois, c'est cross-platform, donc vous pouvez voir que ce blueprint va s'appliquer à tous les appareils qui sont compatibles. Et si je configure ça, les appareils vont recevoir une notification pour se mettre à jour. Ça, c'était déjà possible avant. Mais la grande révolution qui a été annoncée à la GNUC et qui sera rendue disponible publiquement dans quelques semaines seulement et que vous pouvez accéder en bêta publique dès aujourd'hui, c'est la possibilité de renforcer, au fur et à mesure des nouvelles sorties des OS Apple, vous pouvez renforcer cette mise à jour. Donc imaginons ici que je dise que les utilisateurs ont 15 jours pour mettre à jour par eux-mêmes. Si au bout de 15 jours après la sortie d'un nouvel OS, par exemple, à 19 h, je vais forcer cette mise à jour 15 jours après la sortie de macOS 26.2, macOS 26.3, 26.3.1, etc., sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, je fais juste ajouter. Je définis mon périmètre, encore une fois, je dis tous mes Mac, tous mes iPads, tous mes iPhones. Et voilà, c'est terminé. À partir de là, en seulement quelques clics, j'ai mis en place toute une campagne de mise à jour qui va se renouveler au fur et à mesure du temps, puisque ce blueprint va s'adapter à la sortie de nouveaux OS. Et c'est ça la vraie révolution, c'est ça qui a été débloqué par la gestion déclarative qui n'était pas possible auparavant, ou qu'on a essayé à une époque peut-être de l'implémenter, qui ne fonctionnait pas comme on aurait voulu. Et c'est uniquement grâce à la gestion déclarative qu'on a pu aller jusque-là. Donc ça, c'est pour la partie administration. On va revenir dans la keynote pour terminer cette session. Je reprends mon petit clicker. Et donc, on va passer
Hop. Ces configurations-là, on les a déjà vues. Voilà. Je vous ai fait en live, c'est quand même mieux. Et donc, sur le déploiement d'un appareil, comment ça se présente, le déploiement d'une déclaration sur un appareil? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, les déclarations, elles sont tout ce qui est profil classique est encapsulé dans une déclaration. Donc, vous n'allez pas le voir comme un profil de configuration standard. On va voir comment. Et ensuite, la visibilité côté Jamf, c'est important, elle est actuellement en cours de développement. C'est-à-dire que si vous configurez des blueprints, vous risquez peut-être d'être un petit peu limité en termes de visibilité sur le déploiement. C'est quelque chose que l'équipe produit est tout à fait consciente et qu'elle elle s'attaque activement à améliorer ça. Donc regardez ça dans cette vidéo d'exemple sur un appareil. Donc ici, quand on va dans la gestion, on a toute une série de profils. Ça, ce sont nos profils historiques, des profils de config déjà déployés en MDM classique. Mais quand on double-clique sur un profil MDM et qu'on va tout en bas de ce profil MDM, vous allez voir qu'on a une série de déclarations qui ont été déployées. Et ce sont nos fameux blueprints, nos déclarations qui ont été installées ici, notamment par exemple la payload des restrictions qui s'est appliquée de manière déclarative. Même si c'était un profil dit legacy, un profil traditionnel, il a été déployé comme une configuration. OK ? Dans Jamf Pro, comment ça se présente? Eh bien, si on ouvre ici, dans par exemple la payload, le blueprint des login window configuration, on voit ici qu'on a des informations basiques sur le déploiement global des appareils, le nombre d'appareils qui ont déployé cette payload. On n'a pas beaucoup plus de visibilité à l'heure actuelle. Il faut savoir que certains blueprints, suivant la payload que vous déployez, seront visibles dans les champs d'inventaire de l'appareil. Donc quand vous allez dans un champ d'inventaire d'un Mac par exemple, que vous allez dans la section profil, vous allez pouvoir retrouver certains blueprints installés comme des profils classiques. Ça, Jamf Pro arrivera à vous le remonter. Mais il y a certains blueprints, alors par exemple ici je prends l'exemple des login window configuration, donc le blueprint que je vous ai montré juste avant, il est disponible ici sous forme de champ d'inventaire. Il y en a certains autres blueprints qui ne vont pas remonter ici. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille activement pour vous donner à vous, les admins, plus de visibilité. Donc pour terminer cette session, c'est quoi l'avenir du MDM, l'avenir du DDM et des blueprints? Si on parle des avantages des blueprints, ça permet une meilleure adoption de l'architecture DDM. Ça permet une intégration plus rapide des nouvelles déclarations qui sont ajoutées par Apple. Encore une fois, grâce à ce concept d'hébergement sur un répertoire GitHub, on va pouvoir les récupérer et vous les mettre à disposition le plus vite possible. Ça va améliorer votre vie en tant qu'administrateur grâce au blueprint de pouvoir déployer des profils plus autonomes et aussi des workflows, des process. On en ajoutera d'autres dans le futur qui vous permettent de développer des processus de mise à jour plus avancés comme celui qu'on a présenté juste avant. Quelques petits points, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quelques petites réflexions. Vous avez vu que les blueprints, au final, ça change pas mal de choses. Ce déploiement multiplateforme, ce déploiement sur des appareils qui ne sont pas forcément compatibles le jour J du déploiement. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu à vos stratégies de déploiement. Ensuite, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont plusieurs centaines de profils de configuration déjà déployés. Et là, vous vous dites, comment je fais pour migrer de mon système existant au blueprint? Premièrement, vous pouvez déjà expérimenter un peu de votre côté pour dire, voilà, je vais apprendre les blueprints, leurs techniques de déploiement, comment ça marche, etc. Jamf travaille aussi activement à vous aider dans le futur à migrer de vos profils existants vers les blueprints, puisque les blueprints sont l'avenir de la gestion des appareils via Jamf. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'y intéresser dès aujourd'hui, et un jour vous aurez à faire cette migration. On vous aidera pour le faire ça dans les meilleures conditions possibles. Enfin, toute cette nouvelle technologie, cette nouvelle architecture déclarative, elle est développée avec des composants qui sont disponibles uniquement dans le cloud. Ça annonce aussi, malheureusement, le fait que certaines fonctionnalités, notamment les blueprints, ne sont pas aujourd'hui disponibles pour les solutions dites on-premise, c'est-à-dire les serveurs Jamf auto-hébergés. Alors, Nina et Mike aussi vous ont présenté un petit peu les annonces majeures de la GNUC. Certaines d'entre elles concernaient les blueprints. Justement, les mises à jour automatiques via les blueprints, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Au moment où les annonçait la GNUC, elles sont déjà bientôt disponibles. Donc, c'est ce que je vous ai présenté. Je vais le passer très rapidement. On a aussi les blueprints dits legacy, c'est-à-dire les profils de config legacy sont bientôt disponibles dans Jamf School. Donc, en gros, dans Jamf School, vous aurez les mêmes capacités que ce que je vous ai présenté dans Jamf Pro. C'est l'avantage justement de ce développement en architecture en microservices.
Et enfin, avec les plateformes APIs, donc c'est ce que Mike vous a présenté il y a quelques heures aussi ce matin, eh bien, on va avoir la possibilité de configurer et de programmer le déploiement de blueprints, de récupérer des informations sur des blueprints en utilisant les API de la plateforme Jamf pour un déploiement, un développement plus optimisé, plus automatisé. Et ça conclut notre session. Donc si on résume, le DDM, c'est l'avenir de la gestion par Apple. J'espère qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus clair pour vous et que vous comprenez pourquoi est-ce que ça va être central dans vos stratégies de déploiement dans le futur. L'objectif de Jamf, c'est d'innover tous les jours pour pouvoir supporter la gestion déclarative avec tous ces nouveaux profils, les blueprints, les mises à jour gérées, les canaux d'état. Et mon conseil, c'est essayez dès aujourd'hui dans vos instances. Si vous n'avez pas la possibilité dans votre instance de prod, sachez qu'en tant que client, vous pouvez demander une sandbox, donc c'est-à-dire une instance bac à sable qui vous permet d'expérimenter sans casser, par exemple, votre intégration SSO actuelle, ce qui vous empêcherait peut-être d'accéder à Blueprint. Le but, c'est vraiment que vous vous y intéressiez, que vous découvriez cette nouvelle fonctionnalité qui va être vraiment majeure. Tous les nouveaux profils, toutes les nouvelles fonctionnalités de gestion passeront par le Blueprint. D'accord ? Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Il est déjà tard, donc on va aller manger, je pense.